Un candidat ne peut pas se lancer s'il n'a pas un électorat. Ce serait du suicide. Les Gabonais ne sont pas des gens à qui on va demander de choisir des candidats au pif. Non, il faut que les gens puissent te reconnaître, que les gens puissent se reconnaître dans ta candidature et surtout que les gens puissent connaître la personne qui se présente. Ont été jugés recevables. Il s'agit, par ordre alphabétique, de Messieurs Ilévinze Alain-Claude, Essingon Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligui Nguema Brice Clotaire. Dans une précédente vidéo, j'émettais déjà le souhait qu'il était préférable d'avoir au maximum 4 ou 5 candidats à l'élection présidentielle au Gabon. À travers cette vidéo, nous allons examiner le profil des 4 candidats qui sont retenus pour l'élection présidentielle. Nous allons également voir les raisons pour lesquelles les 20 autres ont été écartés. Mais nous allons surtout voir pourquoi certains candidats qui ont été retenus ont déjà perdu la bataille avant même que l'élection présidentielle ne commence. Alors, bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on analyse l'actualité politique et nous développons également plein d'autres sujets. Si tu es nouveau, les choses sont simples. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et surtout, tu n'hésites pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette élection et quel est ton candidat favori. On y va. Alors, tout d'abord, commençons par voir pourquoi certains candidats ont été écartés. Il faut comprendre que comme toutes les compétitions, la compétition ou la bataille électorale est un jeu dans lequel il y a des règles. C'est-à-dire que tout candidat qui se lance à l'élection présidentielle devrait pouvoir connaître toutes les règles au détail près, afin de ne pas se tromper. Parce que vaut mieux échouer la compétition que d'être disqualifié pour n'avoir pas respecté les normes. Qu'est-ce qu'on reproche notamment aux candidats qui ont été recalés ou les candidats dont la candidature n'a pas été retenue? Nous allons prendre quelques sur le volet et je vais vous lire les différentes remarques qui ont été faites à la lecture du dossier de ces candidats. Donc on commence par Essola et Foutam Marlène Fabienne. Alors, on a premièrement absence d'acte de naissance non légalisé du candidat et des parents, du spécimen distinctif du candidat et de la quittance CDC, absence de certificat de résidence. Donc, selon les articles 43, 77, 86, 88, 170 et 179 du Code électoral. Donc, cette candidate-là n'avait pas d'acte de naissance non légalisé. Donc, en fait, il faut présenter les originaux. C'est-à-dire que dans votre dossier constitutif, vous devez aussi avoir, au-delà des actes de naissance légalisés, vous devez avoir votre acte de naissance original, donc non légalisé. Ensuite, on va prendre le professeur Jean-Rémy Yama. Il a été constaté dans son dossier l'absence du jugement supplétif et du certificat de nationalité d'un des parents, donc du père pour le cas de figure, parce qu'il lui-même il en a parlé. Donc, selon l'article 43 de la Constitution, article 170 du Code électoral. Ensuite, on va encore prendre une autre volet. On va prendre qui Ninga Shining Zenaba, donc absence de quittance dépôt CDC, article 86-88 du Code électoral. On va également prendre aussi Ben Bruno Mbamba. Nous avons absence de déclaration de candidature manuscrite. Donc, ça veut dire que quand vous vous présentez à l'élection, vous devez pouvoir vous-même rédiger une demande manuscrite comme quoi vous êtes en train de présenter votre candidature. Dans le dossier de Bruno Mbamba, on n'a pas trouvé cette demande manuscrite-là. Et donc, ça nous amène à comprendre quoi? Ça nous amène à comprendre que, au-delà de tous les griefs ou de tous les reproches qu'on peut faire à l'autorité compétente dans le cadre de l'examen des dossiers des candidats, il n'en demeure pas moins que les remarques pour lesquelles ces candidats ont été écartés sont valides et elles sont vraies. Parce que un candidat qui se prépare pour une élection doit pouvoir prendre le soin de pouvoir caler son dossier de telle sorte que vaut mieux pour lui aller échouer à la compétition que d'être disqualifié. Parce que beaucoup de gens vont dire oui, le professeur Yama, on sait qu'on l'a écarté parce qu'on avait peur qu'il puisse se présenter et tout. Non, il est bien vrai que dans son dossier, quand on examine, lui-même il en a dit, on examine selon la loi. La loi dit clairement qu'il faut que la personne puisse prouver de la nationalité de son père et de sa mère, puisqu'il faut être il faut être né de père et de mère gabonais ou de l'un des parents. Maintenant, revenons sur le cadre du parent du professeur Jean-Rémy Yama. Le professeur Jean-Rémy Yama nous dit que son père est né à une époque où le Gabon était administrativement inexistant. Bon, est-ce qu'on devait tenir compte de ce fait pour pouvoir lui accorder un cas de force majeure parce que son parent n'étant pas né à une période où le Gabon existait administrativement ou pas? Je pense que la loi est dure.
mais c'est la loi. Donc on est obligé de faire respecter la loi. Il ne suffit pas juste de le dire que oui, mon père est gabonais. Non, il faut pouvoir le prouver. Maintenant, si l'acte de naissance du parent n'existe pas, malheureusement, malgré le fait qu'il est vrai que, selon ses dires, son papa est né à une époque où le Gabon était inexistant administrativement, mais c'est la loi. Honnêtement, c'est la loi, on n'y peut rien. Et on ne peut pas demander à l'autorité compétente d'accorder une certaine indulgence au professeur Yama et en même temps faire le reproche au législateur pour lui dire que voilà, il ne respecte pas la loi. Parce qu'en réalité, si la loi doit être respectée, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, il faut qu'on respecte la loi. Donc ça veut dire que si un candidat n'est pas capable de prouver de la nationalité gabonaise d'un de ses parents, bah clairement, il est écarté de la compétition et ça, on n'a même pas à discuter avec ça. Donc pour moi, il est clair que quand on regarde tout le dossier de chacun des candidats qui ont été recalés, on se rend bien compte qu'il y a des justificatifs qui sont là et aucun d'entre eux n'est passé sur les médias pour dire que il avait un acte de naissance de son parent ou bien que ce qui a été écrit était faux. Pas du tout. Bien évidemment, il y a un temps de recours certainement. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire des recours? Je ne sais pas. Est-ce que les candidats qui ont été validés, est-ce que c'est la liste définitive? Je ne sais pas non plus. Mais tout compte fait, les candidats qui ont été déclarés officiellement selon l'autorité compétente, bah, ce sont les candidats dont les noms apparaissent sur la liste et que nous allons maintenant examiner tout à l'heure. Avant de revenir sur le profil de chacun des candidats, j'aimerais déjà faire le constat que une élection présidentielle étant une compétition, ça se prépare. On ne peut pas se lever un matin et dire bon, demain je vais aller déposer ma candidature. Parce que on a l'impression que au Gabon ou peut-être chez nous en Afrique de façon générale, les candidats trouvent bon de présenter leur candidature ou plutôt de révéler le fait qu'ils ont une ambition politique au moment où on annonce que l'élection présidentielle c'est dans un mois. Même pour faire les meetings, pour aller en campagne, pour aller conquérir le public, on a l'impression qu'ils attendent d'abord que le président élu, ou plutôt le président au pouvoir, puisse commencer. Ensuite, eux, ils vont aussi se lancer. Moi, c'est le constat que je fais. Je n'ai jamais vu une élection présidentielle où les gens s'y prennent avant. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple 6 à 7 mois à l'avance, il y a déjà quelqu'un qui dit que bon, les élections présidentielles c'est dans 6 mois. Moi, je commence déjà mon travail. C'est vraiment rare. Je n'ai pas encore vu. C'est souvent 2, 3 mois, quelquefois 1 mois. C'est là où les gens commencent à s'activer, à aller sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est une grosse lacune sur le plan politique. Parce que dans une précédente vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, je parlais du capital sympathie. Le capital sympathie, c'est l'ensemble des sympathisants, des adhérents et des personnes qui sont capables de soutenir le parti, de soutenir la candidature. Si vous voulez, ce sont les électeurs qui font un candidat. Donc, il faut une relation. Vous avez par exemple des candidats comme Marlène, par exemple, et Soula, qui étaient dans le groupe de Alain-Claude Biliminze, mais qui, un bon matin, se lève et dit qu'elle se présente aussi. C'est quand même bizarre. Et finalement, on trouve que son dossier n'est pas complet, donc on recale. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune préparation derrière. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il y a une autre, je pense, c'est Shining Zenaba. Shining Zenaba aussi, c'est la même chose. Elle se lève un matin, elle dit que oui, je suis entrepreneur. Elle a fait un discours, en tout cas, elle a fait un discours qui était très bien, qui n'avait rien de, dans le fond, rien de mauvais, mais seulement, on se rend compte qu'il n'y a pas une préparation derrière, parce que le dossier n'est pas calé, le dossier n'est pas solide. Parce que la vérité, c'est que déjà, un candidat, le sérieux d'un candidat peut se juger à travers la solidité de son dossier. Ça veut dire que la personne a pris le temps d'examiner le code électoral, d'examiner la loi et les règles qui régissent l'élection présidentielle avant de pouvoir se lancer. Ça, c'est un élément très important et très pertinent. Maintenant, venons-en à, je dirais, la pertinence des candidatures. Un candidat ne peut pas se lancer s'il n'a pas un électorat. Ce serait du suicide. Les Gabonais ne sont pas des gens à qui on va demander de choisir des candidats au pif. Non. Il faut que les gens puissent te reconnaître. Que les gens puissent se reconnaître dans ta candidature et surtout que les gens puissent connaître la personne qui se présente. Dans la précédente vidéo, je parlais de la probité morale, je parlais du capital sympathie et je parlais aussi du fait que le candidat doit avoir une capacité à investir le peuple. C'est-à-dire que aller à la rencontre du peuple, aller dans les coins reculés. Et ça demande quoi? Ça demande un certain capital financier. Ça demande une certaine préparation. On ne peut pas voter un candidat juste parce qu'on n'a pas envie de voter tel autre candidat. Pas du tout. Par exemple, les gens vont dire que oui, bon, comme nous on n'aime pas le candidat Oligui,
on va aller voter pour Alain-Claude Bilivinze. Ou bien, comme on n'aime pas Alain-Claude Bilivinze, on va aller voter pour tel autre candidat. Non, c'est pas comme ça une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un processus à travers lequel on vote quelqu'un qui va nous représenter et quelqu'un qui va aller travailler pour nous. Et donc, ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, aucune élection n'est une blague. Donc, on ne peut pas se mettre à voter quelqu'un juste parce que tel visage ne nous plaît pas. Ça, ce n'est pas l'exercice de la citoyenneté. L'exercice de la citoyenneté est un exercice responsable. Et ça appelle chacun de nous en tant qu'électeur à une certaine prise de conscience, à un certain sérieux. En fait, j'aimerais simplement nous dire, à nous tous Gabonais, ne votons pas les blagueurs. Et parmi les candidats que moi je trouve que ce sont des blagueurs, on a par exemple le docteur Iloko. Le docteur Iloko n'a pas de préparation en tant que candidat. Il n'est pas préparé. Ça, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il n'a pas fait le terrain, il n'est pas connu, il n'a pas un capital sympathie conséquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des sympathisants capables de le voter. C'est-à-dire que même à hauteur de 2%, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux même avoir peut-être un Bruno Ben Moubamba ou bien un Maranga Moussavou que d'avoir Dr Iloko. Parce que Dr Iloko ne représente pas, je dirais, un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est mon approche, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi par rapport à ce que je vois, par rapport à la manière dont on constitue une candidature à l'élection présidentielle. Son dossier a été reçu, c'est bon, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas d'électeur. Et l'autre, c'est le candidat Lapensée, Joseph Lapensée. Le candidat Joseph Lapensée, déjà, c'est un candidat que, même quand vous tapez sur Internet, vous allez voir que le nom apparaît, même la photo de la personne, ce n'est pas des photos officielles. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est très important dans une élection comme celle dont nous sommes en train de parler, c'est le branding. Aujourd'hui, tout fonctionne à travers la technologie. Les candidats devaient prendre le temps de créer ne serait-ce que des profils sur le web avec des photos professionnelles. C'est-à-dire que quand on tape le nom du candidat, on puisse tomber sur des photos d'une personnalité. C'est aussi ça. Vous allez voir que dans les pays développés, par exemple aux États-Unis, en France, en Belgique et partout, les élections se jouent sur les réseaux sociaux. Déjà, on fait les sondages à travers les réseaux sociaux. On va mettre en place des algorithmes qui vont faire en sorte qu'on va aller chercher des électeurs à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers TikTok. Et c'est par la répercussion des réseaux sociaux que les gens vont pouvoir voter le candidat. Mais rendez-vous compte qu'il y a des candidats qui n'existent même pas sur le web. C'est-à-dire que quand vous tapez, les seules photos sur lesquelles vous tombez, c'est des photos que peut-être un parent avait postées par erreur sur Facebook ou bien que lui-même il a posté sur un profil Facebook et c'est une photo floue. Elle n'est même pas propre. C'est même pas travaillé. Ça veut dire que sur la question du branding, le branding c'est quoi? C'est le fait de se vendre. C'est l'art de bien se vendre. Et quand on regarde le candidat, on regarde ne serait-ce que la photo, on sent qu'il y a du sérieux. Mais quand on tape sur Google, on se rend compte que mais la photo du candidat là, mais c'est même pas une vraie photo, c'est même pas une photo officielle. C'est les photos de Facebook que Google est obligé d'aller chercher pour venir racoler, pour montrer que oui, tel existe dans tel endroit. Donc, voyez-vous qu'il n'y a pas du sérieux. Donc, pour moi, le candidat Joseph Lapensée, c'est un candidat qui part déjà perdant. Il ne peut même pas gagner, personne ne va le voter. Bon, il aura peut-être 2 parents, 3 parents qui vont voter pour lui, mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas un électorat conséquent. Voilà. Maintenant, revenons à la personne d'Alain-Claude Bilivinze. Alain-Claude Bilivinze est quelqu'un qui est connu. Il a travaillé au gouvernement, il a exercé plusieurs fonctions en tant que membre du gouvernement et il a aussi été Premier ministre, sa dernière fonction. Voilà, c'est quelqu'un qui a une expérience sur le terrain politique. Le gros problème avec Alain-Claude Bilivinze, c'est au-delà de son expérience, au-delà du fait qu'il fait partie des rares candidats qui a vraiment un profil solide parce qu'il a déjà même fait le tour du Gabon. Bon, je dirais peut-être pas le tour du Gabon, mais il a fait certaines provinces, certaines grandes villes. Et donc, il a quand même un électorat. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Il a un électorat qui est là. Parce qu'il est allé rencontrer des gens. Et parmi ces gens qu'il a rencontrés, il y a forcément des personnes qui vont voter pour lui. Mais le véritable souci, c'est la personnalité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cerner le gars. On ne sait pas si c'est quelqu'un de crédible. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on ne sait pas si c'est quelqu'un à qui, si on lui confie le suffrage, qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà, il a un très beau discours qui est solide. Il y a certaines questions sur lesquelles il surfe parce qu'il se rend compte que de l'autre côté, on n'en parle pas. Et du coup, lui prend ses sujets. Et du coup, on a l'impression de se poser la question que, mais est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme quelque part? Parce qu'il parle des sujets tels que, par exemple, sortir de la dépendance de la France, sortir de l'escarcelle française de la France-Afrique, ainsi de suite. Il évoque vraiment les sujets panafricanistes, les sujets indépendantistes, les sujets de souveraineté en tout cas. Il parle des questions de souveraineté. Mais au-delà de parler des questions de souveraineté, la personne inquiète, le personnage inquiète. Et du coup, moi je pense que même si il aura une bonne base
électorale, c'est pas évident que les gens votent pour lui parce que, pour ces raisons-là, les gens n'ont pas confiance. Et c'est ça, en fait. Un véritable candidat, ou plutôt un candidat à l'élection présidentielle, c'est aussi quelqu'un en qui le peuple peut se reconnaître et surtout avoir confiance. Par la probité morale de la personne, on sait qu'on peut lui confier nos suffrages, il va en faire quelque chose de bien. Maintenant, en ce qui concerne le dernier candidat, qui est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut dire qu'au début, les gens étaient mitigés. Parce que, bien évidemment, beaucoup de choses ont changé au moment de la transition. Et il faut quand même avouer que la transition a été plus ou moins un échec dans la mesure où les gens ont vu revenir au pouvoir un certain nombre de personnes qui étaient déjà là, alors que le président de la transition lui-même avait dit que c'était fini l'ère des copains-coquins. J'aimerais quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, la cote de popularité, je parle de cote de popularité, du président de la transition a baissé. Ça, c'est une réalité et on peut le constater sur le terrain. Mais au-delà de cela, il faut aussi dire que le président de la transition part favori. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il part favori. Favori pourquoi? Favori parce que déjà, le fait que le coup de la libération est quelque chose qui représente beaucoup dans l'imaginaire collectif au Gabon. Et à cause de ça, il y a une sorte de dette morale que les Gabonais ont envers le personnage politique. Et ils se disent, bon, on va lui accorder un mandat et voir ce qu'il va en faire. Et si on peut lui accorder un deuxième, ainsi de suite. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un coup d'État qui a été mené par quelqu'un pour vouloir placer quelqu'un d'autre. Même si on reconnaît tous que oui, le président de la transition n'a pas respecté sa parole lorsqu'il a dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils après la période de la transition. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que oui, le président de la transition avait promis qu'il n'y aurait plus de copains-coquins. Mais on remarque que certaines personnes qui ont été dans l'ancien système sont toujours là au pouvoir, ainsi de suite. Oui, tous ces reproches sont vrais, ils sont fondés. On peut le constater. Mais néanmoins, les gens sont convaincus qu'il faut qu'il exerce ne serait-ce qu'un mandat en tant que président de la République. Et déjà, en partant sur cette base-là, on peut se dire qu'il sera élu président de la République. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il est clair et évident, ne serait-ce qu'en regardant l'ambiance actuelle, l'engouement qu'il y a autour du candidat, l'engouement qu'il y a autour de tout ce qui se passe, on se rend bien compte que la vérité, c'est que le candidat Oligui Nguema sera élu président de la République. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu en penses toi, mais pour moi il est clair qu'on ne pourra pas sortir de cette élection présidentielle avec un autre résultat. Ça pourra aller au deuxième tour avec Alain-Claude Bilimité, je ne sais pas. Mais tout compte fait, la vérité c'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema finira par devenir président définitif, c'est-à-dire président de la République, au-delà du fait qu'il est déjà président de la transition au Gabon.